Céline, dépêche-toi un peu. Ah, voilà. Ah, tu me déséquilibres. Oh, Désolé, mon pauvre chéri. oh, voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre dans le T'as-t-il la manger liste? ce soir? T'as-t-il la liste avec toi? Attends, moi. Oh, mais merde. Oh, attends. Oh, merde, c'est un ticket de caisse. Oh. Je l'ai. Je crois que C'est quoi, c'est mon chéri? je crois. Est-ce que tu veux m'aider? Un petit peu. Oui, Dieu. C'est pas gagné, hein. Merci, ma chérie. Oh, je suis tombée. Oh, mais non. Ah, j'y retourne pas. Vas-y, je Attends, t'aide. je l'ai. Alors, on avait dit une soupe de carottes pour ce soir. Encore? Oui, mais c'est bon pour la santé. Alors, Oh, bah, c'est bon pour la santé. donc Ça, des carottes. ça se voit pas trop quand même, hein. Excuse-moi, mais bon. Oh. C'est du plastique, ça, c'est pas des carottes. Ah, c'est emballé dans du plastique. Oh, mes carottes, sors de ta botte. Oh, allez. Allez, vas-y. Enfin, c'est 5 kilos, moi j'ai pas besoin de 5 kilos. Oh, bah, vas-y, toi, alors. Oh, Oh, bah tant pis. Eh. Bon, ça c'est fait. Il faut croire qu'on peut faire pommes de terre. Des pommes de terre, des poireaux, des oignons, oui, on sait quand même, soupe de carottes depuis le temps. Et... C'est que du plastique. Allez, vas-y, mange-toi un peu, j'en ai marre du magasin. Un poireau, attends. C'est des bottes de poireaux. Ah, mais pas tout le temps. Pas tout le Bibi, temps. il n'y a pas autrement que ce que je te disais. Allez, les oignons. Hop, les patates, et bon, ça y est, c'est fait. Oh, et on passe à autre chose. C'est beaucoup quand même. Euh, Bah écoute, on va passer à la caisse. il nous reste des couches, hein. Ouais, c'est bon. Et on va passer à la caisse. Allez. On va passer à la caisse. En plus, t'as pas besoin de tant de poireaux, tout de plastique. T'as vu tout ce plastique qu'ils ont mis avec? Du plastique sur du fer. Bah ouais, c'est pour faire joli sûrement. Ils croient vraiment qu'on va faire notre soupe en plastique? Bah il y en a, on en achète, faut rentabiliser. Hein. Ah bah, on va manger du plastique alors. Oh, oui. Ouais, on va essayer. Bonjour madame. On va se faire une soupe aux carottes. Oui, bon, on a acheté du plastique et je voulais que je vous dise, il y a du plastique pour. Allez, chariot, ça a été fait pour les jeunes, hein. Et bon. Allez, bon. Allez. Il faut qu'on y aille, mon chéri. Payez, voilà, je paye. Bip, de toute façon, on n'a pas le temps. Allez, on y va. Allez, bonne là, doucement. Oh, bon. Oh, madame. Mais non, vite, c'est fini, là, on n'a plus le temps, là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Au revoir, madame. Ah oui, c'est vrai, Pardon. on va tout casser. Bienvenue donc pour ce troisième acte, vous l'aurez compris, autour du thème de l'alimentation. Cette table ronde, comme vous pouvez le découvrir, enfin vous l'aviez sûrement déjà vu, hein, nous allons donc avoir un format original et nous allons manger pendant que nous allons discuter de la thématique de l'alimentation. Je vais donc inviter à venir s'installer à table Jean Muller, CEO des Moulins de Klein-Bettingen, Julia Grégor, cofondatrice de OnPerfect, Chuck Delis-Dekerke, CEO de Soil Capital, et Thomas Outayakumar, directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Je vais donc également inviter le chef René Mathieu à me rejoindre ici. René, si tu veux bien. L'originalité va résider dans le fait que c'est René qui a cuisiné donc les plats que nous allons déguster. Installez-vous, hein, voilà.
Donc bonjour René. Bonjour. Voilà. Merci donc d'avoir accepté de vous prêter au jeu ce soir, de nous faire dîner et de pouvoir déguster des plats que vous avez cuisinés. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas René, depuis 2005, vous êtes aux commandes en tant que chef exécutif des restaurants du château de Bourlingster à Luxembourg. Vous vous efforcez de transmettre votre passion pour une cuisine créative, et on va en parler, en harmonie avec la nature et les producteurs locaux. Votre travail a été récompensé par de nombreuses distinctions, et on peut le voir ici puisqu'il y a le terme de intouchable, et ça on pourra en parler aussi. Mais vous avez été chef de l'année par Gotemio en 2010, meilleur restaurant végétalien au monde en 2018, toujours en 2018, restaurant philosophie culinary innovator en 2018, également auteur du livre végétal que j'espère que vous possédez tous et toutes, et vous avez décroché une étoile au Michelin, une étoile verte Michelin. Le premier plat est donc en train d'être servi, René. Quel est ce plat et quelle est la philosophie autour de votre métier et qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre? La philosophie, c'est d'utiliser déjà le local, les produits de saison et ce qu'il y a dans notre environnement. Donc, ce n'est pas seulement le local, c'est ce qui nous entoure en fait. Donc, après quelques années de travail quand même, on s'est rendu compte qu'on avait un potentiel énorme autour de nous et qu'on ne se sert pas. Et donc, quelle est cette signature, René Mathieu? La signature, c'est connue et reconnue. Une feuille de consoude, donc en tempura. Donc cette feuille de consoude, je ne sais pas si tout le monde connaît la consoude, mais elle est utilisée aussi par les jardiniers pour soigner tout ce qui est plante. C'est aussi utilisé par tout ce qui est kiné, avec les crèmes pour reconsolider, donc consoude, donc en cas de fracture. Et dans le passé, on utilisait cette feuille aussi justement en cataplasme pour reconsolider les fractures. Et nous, en tant que cuisiniers, on a essayé de chercher un peu ce qu'on pourrait faire avec cette plante. Et la particularité de cette plante, c'est qu'elle a les saveurs un peu iodées, un peu comme le poisson. C'est la même famille que la bourrache. Donc quand vous allez mordre dedans, vous allez avoir à peu près l'impression de manger dans une friture de poisson. Donc on va se retrouver sur la Moselle. Très bien, merci René. Et également, là, c'est accompagné avec une petite crème de graines de tournesol qui a été fermentée comme un fromage et quelques girolles. Merci. Voilà, on va vous laisser déguster pendant qu'on continue d'échanger avec René. Et peut-être que ça aussi, tu veux le déposer. Voilà. Ça, ce sont des chips de panais. Et ici, on va vous servir ça à tremper dedans. Et c'est un petit ketchup, mais qui a été fait avec de la patate douce violette. S'il vous plaît. Merci René. Donc je sais René que vous êtes adepte des sorties en forêt, des cueillettes. Selon vous, qu'est-ce qui donc lie l'être humain à la nourriture et plus largement à la nature qui est proche de nous? Je pense que c'est d'abord la nature, c'est ce contact avec la nature. La nature va nous amener cette énergie qu'on a tous besoin. Donc je trouve que dans le monde sauvage, justement, on retrouve cette énergie qu'on n'a pas nécessairement aujourd'hui dans l'alimentation normale, en fait, je dirais. Donc pour moi, c'est vraiment très, très, très précieux de pouvoir utiliser ces plantes comme plutôt dans l'esprit on va prendre ça comme des compléments alimentaires. Parce qu'on sait bien tous qu'aujourd'hui, la diminution des nutriments dans certains légumes, etc., diminue de plus en plus. Donc la différence, en rassemblant les deux, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de bien aussi. Donc il faut bien se dire que manger, c'est d'abord la vie, donc c'est la vie. Et manger sainement, c'est prendre soin de soi. Ça, c'est hyper important. Et alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces plantes que vous nous avez apportées? Toutes ces plantes, il y a la mauve sylvestre. Donc la mauve sylvestre, c'est une plante aussi qui est très intéressante parce qu'elle permet de soigner tout ce qui est digestion. Donc on peut utiliser les feuilles, les fleurs. Tout ça a été cueilli localement. Oui, tout juste à fait. pour que tout le monde ce matin, nous suive. Oui. Donc là, on a les orties, évidemment. Ça, c'est l'achillée millefeuille, qui est la plante de la femme. Ça, c'est l'armoise. Donc ici, on a un peu de la renouée du Japon, les tournesols, moutarde. Ce sont des feuilles de chou. On a un peu d'hélicris aussi derrière. Ça, ce sont des fleurs de cosmos. Donc ici, on a de la molène. Donc la molène, c'est une plante aussi qui est très intéressante en hiver. Permet de nous soigner tout ce qui est rhume, etc., tout ce qui est problème de poumons. Donc on utilise aussi cette plante en été. Donc les fleurs sont intéressantes, on ferait des sirops. Donc dans le Moyen-Âge, ils utilisaient ça aussi. Toutes les grandes feuilles étaient roulées pour faire des mèches, des lampes à huile. Donc c'était une plante qui est très ancestrale. Là, on a un peu de verveine citron. Ici, c'est de la tanésie. Ça, c'est encore un peu de tagette. Ça, c'est un petit peu de bégonia. Apparemment, tout le monde pense qu'on ne mange pas le bégonia, mais bien sûr que si. Le bégonia est très intéressant. Il amène justement de l'acidité. Donc quand on va composer ça avec des légumes, ça va vraiment donner de l'acidité. Donc ici, on a aussi les feuilles de noisetier, qu'on croit qu'il n'y a que la noisette qu'on peut manger, mais les feuilles de noisetier s'utilisent aussi, soit en macération huileuse pour les gens qui ont des problèmes de varices, etc., ou alors en infusion aussi pour se soulager.
Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui. La feuille de consoute ici qui est fraîche. Hein. Là, c'est du fenouil sauvage, donc un peu de sauge aussi sauvage. Évidemment, ça, ce n'est qu'un échantillon. C'est ce que j'allais dire. Donc Oui, là, parce on l'a bien compris, on voit un échantillon, mais il y en a quand même déjà beaucoup. Oui, mais en général, on travaille plus ou moins sur une centaine de plantes, quoi. Quand c'est laitier, etc. On va même plus loin, quoi, donc, que ces centaines de plantes. Donc il faut bien apprendre toutes ces propriétés et on va pouvoir les combiner justement pour amener vraiment les valeurs nutritives qu'on a pu. Merci beaucoup René. Avec plaisir. Donc tu ne vas pas nous quitter puisque tu vas rejoindre donc la cuisine en haut, donc à l'étage, en duplex. Tu seras donc connecté avec nous en direct pendant que nous allons donc, je vais rejoindre les convives. Dérange, hein. Non, pas du tout. À tout de suite. Donc tu reviendras pour le troisième plat. Bien sûr, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Merci René. Alors, comme je vais avoir un peu de mal à manger ce premier plat en même temps que je vais pouvoir échanger avec vous et à grand regret, je souhaiterais le partager avec quelqu'un du public. Donc, si quelqu'un souhaite pouvoir déguster ce premier plat composé par René, levez la main et quelqu'un de l'équipe IMS vous l'apportera. Je laisse mes collègues choisir. Donc, il est très difficile d'imaginer l'impact de nos choix d'alimentation. Avant de se retrouver devant nous, donc, chaque aliment a été dans de nombreuses mains, a nécessité beaucoup d'exploitation de terre, de forêt, les couverts avec, voilà, pour faire ça bien, de forêt, d'eau et d'énergie. Les experts nous parlent aujourd'hui d'une quantité astronomique de gaz à effet de serre qui est émis par l'alimentation que nous avons aujourd'hui. Au-delà de l'impact climatique, les sols et les réserves d'eau à travers le monde se voient également gravement et majoritairement dégradés par le fonctionnement actuel de nos moyens de produire nos aliments. Il est ainsi primordial de repenser les systèmes alimentaires et notre façon de consommer. Cela va passer par plus de résilience des territoires et une nécessité de revenir au local. Thomas, vous êtes donc directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Vous êtes spécialisé dans les enjeux de durabilité des systèmes alimentaires et avez notamment travaillé sur les prospectives agricoles, la lutte contre la déforestation importée et les performances économiques et sociales de l'agroécologie. Comment pourriez-vous résumer la globalisation qui caractérise notre système alimentaire actuel et les enjeux sous-jacents? Et par conséquent aussi, pourquoi est-ce qu'il est important de revenir à plus de local? En 1 minute 30. Et c'est parti. On peut déborder un chouïa, mais très peu. Non, mais on peut revenir sur la notion de revenir au local. En fait, la localité, c'est un peu un slogan qu'on essaie de mettre souvent sur la table. Mais en fait, il nous amène à repenser véritablement l'enjeu de reterritorialiser un peu nos systèmes de production. Donc en fait, juste pour illustrer ça, je vais prendre un exemple très simple, la viande par exemple. Donc lorsqu'on mange de la viande locale, donc moi j'habite en France par exemple, la première question à se poser c'est, dans une filière, comment est-ce qu'elle se compose? Quels sont tous les acteurs économiques qui composent cette filière? Et finalement, en fait, quelles sont les cultures destinées à l'alimentation animale qui ont permis en fait à chaque animal de se retrouver dans notre assiette? Si on parle un petit peu de cet enjeu de structuration de filière, on arrive très vite à l'enjeu des cultures de protéines végétales. Et ces cultures de protéines végétales, elles ne sont pas cultivées en intégralité dans nos territoires. Alors pour le Luxembourg, je n'ai pas eu le temps d'étudier, mais au niveau de l'Europe et au niveau de la France, c'est 50 à 60% de nos besoins qui sont importés. L'importation, elle se situe en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ce sont des grands biomes de biodiversité dans lesquels on retrouve l'Amazonie, que vous connaissez sûrement, mais on retrouve aussi le Cerrado, le Grand Chaco. Et ces cultures-là, qu'on retrouve en fait en Amérique du Sud, elles sont génératrices de déforestation et de dégradation de ces écosystèmes naturels. C'est ça qui nous amène en fait à repenser l'enjeu de la déforestation importée. C'est un terme en fait qui est arrivé sur la scène au niveau européen il y a peu de temps, puisqu'un règlement a été voté pour interdire la déforestation pour certaines commodités agricoles. Et c'est pour ces enjeux-là qu'en fait on peut repenser la localité. C'est-à-dire, certes, je vais peut-être manger en fait une viande, qu'elle soit issue d'un élevage de porc, de volaille, de bovins laitiers ou allaitants. Mais je dois me re-questionner en fait sur cette alimentation. Donc d'une part, par cet exemple concret, on voit qu'on a la nécessité et l'urgence de reterritorialiser, c'est-à-dire de mettre en assolement des cultures de protéines végétales, ce qu'on appelle des légumineuses, qu'elles soient pour la consommation animale, mais aussi pour la consommation humaine, et on y reviendra. Et enfin, dans cet esprit de reterritorialisation, il faut aussi repenser absolument au mode de production, et on va peut-être parler après d'agroécologie par la suite.
Merci Thomas. Jean, vous êtes actuellement CEO des moulins de Klein-Bettingen, que vous avez rejoint en 2010, qui est l'entreprise familiale, active dans le secteur de l'alimentation depuis plus de 2 siècles, et plus spécifiquement dans la transformation de produits céréaliers. Vous avez aussi, l'année passée, été récompensé par l'un de nos Sustainability Awards pour vos pratiques en matière de développement durable. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'entreprise et nous dire pourquoi est-ce que c'est important justement cette notion de souveraineté alimentaire ? Bien sûr. Bonjour à tous. Merci d'avoir organisé ce forum et de m'y avoir et de ce repas et de m'y avoir invité. Les moulins de Klein-Bettingen, c'est une entreprise, comme vous l'avez dit, qui transforme des céréales. C'est principalement qui transforme du blé pour produire des farines, pour plein de bonnes choses que vous connaissez. On livre des producteurs de biscuits, de croissants, de pizzas, une très large gamme des clients. Et on a aussi un métier qui est moins connu. Plus de 50% de ce qu'on travaille. On travaille environ 140 000 tonnes par an. C'est du blé dur. Et du blé dur, on en fait de la semoule. Et ça va principalement dans tout ce qui est pâtes, plats cuisinés et couscous. Voilà. Et on est 2023, donc il y a 2 ans, donc en 2021, on a lancé une nouvelle filière aussi. Je rejoins ce que vous avez dit avant sur les protéines végétales. C'est pas seulement pour nourrir les animaux, mais c'est aussi pour nourrir les humains. Et on a lancé une nouvelle activité qui est des alternatives de viande sur base de protéines végétales. Et donc les premiers produits vont sur le marché cette année. L'autre question que vous avez posée par rapport à la souveraineté alimentaire, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe. Je pense que c'est quelque chose plutôt qu'au niveau national européen, c'est les gouvernements qui doivent s'occuper de ça. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est de produire localement, c'est d'essayer de voir avec les terres qu'on a, avec les agriculteurs qu'on connaît. J'allais y venir. Voilà, comment avez-vous travaillé justement à cette reterritorialisation agricole ? Tout à fait. Là, on peut parler du programme qui a commencé dans les années 90, qui s'appelle Programme Produits du Terroir. Il faut savoir, beaucoup de gens ne savent pas ça, mais jusqu'au milieu des années 90, tout le blé qui était travaillé dans notre moulin, mais dans tous les moulins au Luxembourg, venait soit des États-Unis ou d'Allemagne, ou un peu des deux. Et il n'y avait pas de blé luxembourgeois, tout simplement parce que la qualité n'y était pas. Et mon père a initié le programme Produits du Terroir avec d'autres moulins, avec la Chambre d'agriculture, avec tous les acteurs, avec les semenciers, avec l'école agricole. Et l'idée, vraiment, était de faire une qualité de blé très élevée pour faire une farine panifiable très bonne, mais déjà avec un esprit de durabilité, avec une réduction de produits phytosanitaires et surtout aussi avec une interdiction. On était un des premiers en Europe d'interdire les pesticides de stockage. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de durabilité, mais ce programme était vraiment précurseur à son époque. Toutes les choses, souvent, commencent très petits. C'était une poignée d'agriculteurs, c'était peut-être une première récolte à 50 ou 100 tonnes. Aujourd'hui, c'est un programme qui regroupe 250 agriculteurs, 3000 hectares, 18 000 tonnes dans une récolte normale. Cette année, c'était une récolte un peu plus difficile. Mais donc, avec ces 18 000 tonnes chaque année, le Luxembourg a plus que 50% de sa culture de blé panifiable dans un programme de durabilité. Ça, c'est unique en Europe et peut-être au monde. Et voilà, on est très fiers de ce qu'on a construit sur les 30 dernières années. Bravo, merci Jean. René, vous qui nous suivez depuis la cuisine en duplex, où vous êtes en train de nous préparer donc le second plat qu'on peut voir en direct. Est-ce que vous pouvez nous partager aussi votre approche territoriale ? L'approche territoriale, pour moi, c'est autour de moi. C'est mon garde-manger, c'est la forêt. Et c'est tout ce qui entoure l'endroit où on est. Mais pas, parce que je suis à... On n'entend pas très bien dans la salle. Allons-y, on recommence. Moi, je vous entends très bien. Oui, là, c'est parfait, on t'entend. Ok. Donc, je disais que moi, ce qui m'importe, c'est de travailler avec ce qui nous entoure. Donc le local est une priorité, mais également les saisons. Mais ça, je pense que je l'avais déjà dit tout à l'heure. Mais pour moi, les saisons est quelque chose qui est important. Et évidemment, si on travaille le local, on ne peut être que dans la saison. Maintenant, notre but n'est pas non plus d'aller plus loin que notre environnement. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a tellement déjà de choses qu'on ne connaît pas et qui méritent d'être connues. Donc je pense que demain, il faudra peut-être penser à se nourrir justement et de réfléchir plus à notre environnement. Et Jean, vous qui utilisez justement des variétés de céréales qui avant ne pouvaient pas pousser au Luxembourg, mais qui maintenant, avec le changement climatique, se sont adaptées à nos climats, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ?
Bien sûr, on voit le paquet ici. C'est pour cette initiative qu'on a reçu le Sustainability Award. Il faut savoir que les pâtes, je ne sais pas si nombreux d'entre vous savent comment sont faits des pâtes, mais ils sont faits à partir de semoule qui est fait à partir d'une sorte très spéciale de blé qui s'appelle du blé dur. Et il faut savoir que le blé dur, historiquement, ne poussait que dans le sud de l'Italie, dans le sud de l'Espagne, et que aujourd'hui, à cause du changement climatique et les hivers plus cléments, ces sortes peuvent pousser dans nos régions, mais c'est aussi les variétés qui ont été adaptées. Et voilà, on s'est dit que, vu qu'on était semoulier, que ça serait sympa de lancer des pâtes avec du blé dur luxembourgeois. Donc on a testé plusieurs sortes sur plusieurs années. C'est une démarche qui a commencé en 2015. Et après, on a fait des tests sur 4-5 ans pour avoir la bonne variété, qui donne du sens pour l'agriculteur, qui ne nécessite pas trop de traitements phytosanitaires et qui est bien adapté pour faire une semoule de qualité, pour des pâtes de qualité. Et c'est comme ça qu'en 2015, le blé dur est rentré comme nouvelle culture et aussi dans la rotation des cultures au Luxembourg, ce qui n'était pas le cas avant et qui fait une céréale supplémentaire. Et avec les projets qu'on a dans les prochaines années, vous entendrez encore parler de la marque Le Moulin avec des nouvelles cultures en 2024. Et ce que je veux encore dire, c'est que ce paquet, vous dites probablement ce beau paquet, mais où peux-je l'acheter? Mais ils ne sont pas encore dans les supermarchés, c'est notre nouveau packaging. On était déjà sur du plastique recyclable avant, mais ça fait quelques années qu'on veut vraiment avoir ce paquet tout à fait en carton. Et voilà, ça sera dans les supermarchés à partir de janvier et c'est à consommer sans modération. Merci pour l'exclusivité. Thomas, si je puis me tourner vers vous, la FAO relate qu'en l'espace d'un siècle, 75% de la diversité génétique des plantes cultivées a été perdue. On vient de le voir à l'instant, face au changement climatique, garder la diversité des plantes est essentiel. Quelle est votre analyse de cette situation ? Je retiens le mot de Jean, c'est-à-dire rotation culturelle. Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment au fait, après la Seconde Guerre mondiale, pour faire très très court, l'agriculture en fait elle s'est intensifiée, c'est-à-dire qu'on a eu recours de plus en plus à la mécanisation, recours aux intrants de synthèse qu'on appelle les engrais azotés, phosphatés, et puis aussi les pesticides de synthèse et l'amélioration variétale. À partir de là, en fait, on a eu une simplification des systèmes de culture dans laquelle les itinéraires techniques, c'est-à-dire la manière dont on va conduire les cultures, ont eu tendance à mener vers des monocultures. Donc ce que tu évoquais là, c'est-à-dire dans les rotations et l'importance d'en avoir, c'est qu'est-ce qu'on peut insérer entre deux cultures. On parlait tout à l'heure des protéines végétales, les légumineuses notamment. Il y a vraiment cet objectif de diversifier au maximum nos systèmes de production. En France, puisque c'est là où j'habite, donc je vais prendre cet exemple-là, on a un plan de réduction des produits phytosanitaires de synthèse, c'est-à-dire qu'il faut en réduire l'usage dans les prochaines années. Ce plan, il a été initié après le premier Grenelle de l'environnement et aujourd'hui, ça reste un échec. Il y a même une commission d'enquête qui a lieu en ce moment pour essayer de comprendre les raisons de cet échec. Et une des solutions importantes, c'est celle d'amener vraiment une amélioration variétale, certes, mais aussi d'amener un peu de complexité dans la façon de cultiver. Ça, c'est un point extrêmement important. Au-delà de ça, nous, en France, on est plutôt sur un peu un quatuor magique, c'est-à-dire le blé, l'orge, le colza, le maïs. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui ramener des semences et des variétés paysannes, c'est-à-dire remettre du sarrasin, remettre de l'épeautre, remettre du seigle, remettre de la luzerne, remettre du sainfoin? Ça, c'est des cultures qui permettraient un petit peu de rendre un peu plus de complexité avec un allongement des cultures qui sera certes plus compliqué d'un point de vue technicité, mais qui ramènera aussi une meilleure préservation de l'environnement. Tout à l'heure, juste pour finir là-dessus, on parlait de l'importation des protéines végétales, c'est-à-dire on parlait, je ne sais pas si je l'évoquais, mais c'est le soja. En France, on importe près de 3 millions de tonnes de tourteaux de soja par an, pour le donner en partie, en très grande partie, à l'alimentation animale. Il y a la question aussi de se dire que si nous, on commence à assouler des protéines végétales, et notamment du soja, en France et en Europe, il va falloir aussi penser aux débouchés. Et c'est ça que j'entendais tout à l'heure par la structuration de filière, puisque sans débouchés, ça ne sert à rien. On ne peut pas cultiver si on n'a pas les débouchés. Et c'est là où aujourd'hui, en France, on s'est doté d'une stratégie nationale de protéines végétales qui va dans une direction, mais qui est insuffisante, et pour laquelle il faut donner une mise en œuvre opérationnelle beaucoup plus forte, pour permettre ces cultures, leur donner des débouchés et arriver finalement à un système plus vertueux qui soit meilleur pour la santé animale et humaine et meilleur pour l'environnement. Voilà un peu l'idée.
Nous allons donc maintenant aborder un second volet qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a parlé ici avec vous, Thomas, de ce qui touche à la normalisation et au fait que tous les produits se ressemblent. Julia, vous êtes cofondatrice et directrice de On Perfect, donc entrepreneuse sociale, puisque cette organisation a été lancée en 2021, est une SIS. Vous vous consacrez au développement de projets durables et à l'innovation sociale au Luxembourg. Quelle est la mission de On Perfect et en quoi votre activité que vous avez développée répond à une problématique à Luxembourg? Oui, alors bonjour d'abord. Voilà, On Perfect est une entreprise sociale, c'est une coopérative en plus. Et notre objectif est vraiment de donner une deuxième chance aux aliments imparfaits en créant des canaux de vente supplémentaires qui n'existaient pas jusque maintenant. Lorsque nous parlons de produits imparfaits, il s'agit surtout des légumes et des fruits qui sont éliminés en raison des normes esthétiques, surtout esthétiques, parce que la qualité est la même. Vous voyez maintenant ici dans le panier quelques exemples, sont des pommes de terre en forme. Maintenant, aujourd'hui, pour cette semaine, on a des échalotes qui sont trop ronds. Ouais, c'est drôle. Ça ressemble pas à ça, une échalote. C'est tout à fait ça. Et en fait, on essaye aussi toujours de communiquer d'une façon ludique et amusante un peu, parce que, oui, je sais pas, les carottes ou les produits, ils sont amusants. Ça, c'est vrai. Mais le problème est vraiment grand et important. Donc, on dit entre 30 ou 40% des produits sont écartés à cause des normes esthétiques. Et ça, c'est énorme. Ce sont des quantités énormes. Nous, on ne peut pas réintroduire dans le système toutes ces quantités pour le moment. Et voilà, au Luxembourg, comme vous avez dit, au Luxembourg, le problème est le même que dans les pays en Europe, dans les pays voisins. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire encore? Attendez, je dois regarder mes notes. Voilà, le problème est que les agriculteurs n'ont vraiment pas de débouchés. Ils n'ont pas d'alternative pour ces produits. Et voilà, quand on a commencé avec le projet, on a d'abord discuté avec les agriculteurs pour voir qu'est-ce qu'ils font maintenant avec tous les produits qui sont écartés. Et on a assez rapidement vu qu'ils n'ont pas d'alternative jusque maintenant. Et Thomas, est-ce que vous pourriez compléter justement les propos de Julia par rapport à des chiffres ou informations que vous avez à un niveau plus macro? Est-ce que c'est partout dans le monde? Est-ce qu'on retrouve cette problématique partout dans le monde? Le chiffre global, c'est à peu près, moi je m'ai été noté aussi, c'est un tiers des aliments qui sont produits sur Terre qui sont jetés sans être consommés. Et en France, c'est à peu près 20 à 30 kg des aliments qui sont jetés par personne et par an, ce qui veut dire qu'il y a un réel problème. Moi, j'ai deux informations là-dessus, puisque en ce moment, je ne travaille pas spécifiquement sur ce sujet, mais je peux quand même vous partager deux éléments. Le premier, c'est qu'en France, en fait, on a une loi contre le gaspillage alimentaire et qui oblige certains acteurs à prendre des actions concrètes. Merci. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais. parce que c'est très très beau. Non, c'est vraiment magnifique. Non, sur la loi contre le gaspillage alimentaire en France, en fait, elle oblige certains acteurs dans la filière, et notamment les acteurs de la grande distribution et de l'agroalimentaire, à prendre des mesures concrètes. Par exemple, en France, les acteurs de la distribution ont l'interdiction de jeter les invendus qui sont toujours consommables. Ils ont l'interdiction de le faire et de les rendre impropres à la consommation. Je ne sais pas comment c'est au Luxembourg. Je pense d'ailleurs qu'en France, on est les seuls à pouvoir le faire, dans lequel la loi a été mise en place pour ça. Et ça, c'est déjà un pas qui a été mis. Et puis, on a aussi des conventions, l'obligation de faire des conventions pour générer du don. Donc déjà, une des premières choses, c'est d'avoir un peu un retour d'expérience sur cette loi contre le gaspillage alimentaire. Je parlerai sûrement avec les personnes qui étaient à la manœuvre là-dessus pour voir un petit peu quels sont les résultats. Et la deuxième information sur l'enjeu du gaspillage, c'était sur...
Non, mais c'est sur ça. Écoutez, voilà. Alors, nous venons justement d'avoir notre second plat et j'ai vu que vous avez été impressionné par la beauté de ce que René nous a préparé. Donc, René, ce plat a été préparé avec donc un panier On Perfect. Donc, on t'a lancé le défi de nous cuisiner quelque chose avec justement des produits comme nous pouvons le voir sur la table et en plus, zéro déchet. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur ce que nous avons dans notre assiette et comment vous procédez justement pour pouvoir nous proposer ce type de plat et peut-être des conseils aussi à donner à chacun et chacune qui sont dans la salle pour faire la même chose à la maison. Oui, bien sûr. Donc ici, on a travaillé avec la betterave qu'on avait reçue dans le panier. Donc ces betteraves, on les cuit dans une croûte de sel. Simplement, ensuite c'est tranché. Là, vous allez avoir une petite vinaigrette qui est faite à base d'amarante. Donc c'est une plante aussi qu'on trouve à l'état sauvage. Les fleurs de l'amarante, nous on les utilise en fleurs aussi. On peut les utiliser en graines. Les graines, c'est souvent dans les mueslis. Donc nous, la fleur, on a trouvé qu'elle avait pas mal de propriétés. Donc les propriétés de cette plante, elles permettent de faire chuter son taux de cholestérol. Elle va permettre également de soigner tout ce qui est trouble de la mémoire, etc. Donc voilà, nous on essaie toujours de trouver dans un plat, bien sûr le produit le plus local possible, mais aussi l'assaisonnement qui va venir va faire quelque chose de bien avec notre corps. Ça c'est vraiment la symbiose dans notre cuisine. Là vous avez la fleur de mauve dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite il y a un petit lait de quinoa, donc c'est un lait qui est fait à base de quinoa. Donc c'est 100% végétal et dans lequel on a travaillé avec l'alière. Donc l'alière c'est une plante sauvage. Donc, cette plante sauvage, au printemps on va l'utiliser surtout dans des pestos, etc. Elles ont les saveurs de l'ail. Et là maintenant quand la plante est en fin de cycle, toutes ses propriétés vont redescendre dans ses racines. Et ces racines elles sont très riches et elles sont très intéressantes parce qu'elles ont vraiment les mêmes saveurs que le wasabi. Merci René. Voilà. Et pour cuisiner ça donc à la maison Cuisiner, le plus simple, de toute façon, il faut partir du principe que quand on cuit des légumes, moi je prends n'importe quel, qui soit moche, en général c'est toujours une cuisson jamais à l'eau. Donc c'est toujours soit à basse température, donc on va économiser aussi une énergie. L'eau, on ne va pas la gaspiller parce que l'eau est devenue très chère et ça va être un problème dans le futur de l'eau potable en tout cas. Donc on a déjà pris le devant là-dessus de ne jamais cuire les légumes à l'eau. C'est soit juste simplement saisi, juste poêlé ou grillé ou dans un barbecue, mais jamais. Donc l'idéal aussi c'est de manger beaucoup moins aussi. Donc voilà, nous on va jamais aller sur des grosses portions, on va sur des portions suffisantes et on n'a pas besoin d'avoir des grosses portions parce que tous les éléments nutritifs qu'on a besoin, ils sont dans l'assiette. Merci René. Avec plaisir. Julia, j'aimerais aborder le terme des circuits courts avec vous. Ils rapprochent donc les consommateurs des producteurs et ils permettent un engagement donc plus sur le long terme et aussi une rémunération plus juste. Comment ça fonctionne pour vous ? Donc, pour nous, le contact direct avec les producteurs est essentiel. C'est vraiment très important pour nous. Et en fait, on a commencé le projet, comme je dis, en interrogeant les agriculteurs et en apprenant d'eux. C'était comment on a commencé. On a pris une saison entière vraiment pour analyser les points de risque de perte alimentaire et de comprendre le système et les circuits. Et voilà, et après on a pu décider comment agir et où on peut vraiment faire un impact ou avoir un impact sur ce système-là. Et ce rapport direct, sans intermédiaire, nous permet aussi de payer des prix justes à nos agriculteurs et aussi de vendre à un prix très intéressant pour nos clients et juste quand même. Et voilà, et pour nos clients, c'est très important aussi de savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent chez nous. Et voilà, c'est très élémentaire pour nous. Merci Julia. Donc avant de me tourner vers Chuck à ma droite, je souhaite donc à nouveau offrir mon second
plat à quelqu'un dans le public. Je vois qu'il y a des gens qui étaient impatients que ce passage de la table ronde arrive. Je laisse mes collègues gérer cet aspect-là. Donc, en parlant, nous parlions de liens, je vais donc me tourner à présent vers Chuck. Donc, vous êtes CEO de Sol Capital, qui est une entreprise belge, qui donc s'est donné pour mission d'accompagner les agriculteurs dans la régénération, on en a parlé tout à l'heure, des terres agricoles, afin de répondre à l'urgence climatique. Cette mission, vous faites donc partie du mouvement B Corp, qui sont ces entreprises qui ont décidé de travailler au service de la planète et de la société. Donc, en quoi, Chuck, consiste l'agriculture régénérative? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Et puis, comment votre entreprise, Sol Capital, s'attaque à ce sujet? Alors, voilà, déjà merci à tous d'être là, mais merci à mes compagnons de table d'avoir parlé d'agriculture en même temps qu'on parlait d'alimentation. Je pense que c'est impossible quand on parle d'alimentation de ne pas parler de la terre, et c'est impossible aussi de ne pas parler des agriculteurs. Alors l'agriculture régénérative, c'est une agriculture qui, pour le dire en un mot, s'oppose à l'agriculture extractive. Et Thomas en a un petit peu parlé. On a, avec l'avènement de la chimie et de la mécanisation au XXe siècle, accéléré un processus de dégradation des sols, mais qui au fond a lieu depuis qu'on laboure la terre. Donc si on regarde les grands bassins d'alimentation que sont la Mésopotamie ou le Mexique, parmi d'autres, on voit que sur un temps long, ces bassins-là se sont désertifiés. Et c'est une mauvaise nouvelle parce que quand on s'alimente, on dégrade les sols. La bonne nouvelle, c'est qu'on vit un moment historique sans précédent parce qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a moyen de produire en rajoutant de la fertilité à la terre, en restaurant la fertilité de la terre. Il y a une série de pratiques, on en a déjà parlé un petit peu, la diversification des rotations, la substitution d'engrais de synthèse et de produits chimiques en général par des intrants organiques, le fait de couvrir le sol en permanence, même après des récoltes, avoir des intercultures ou des couverts végétaux qui vont rajouter de la structure au sol, qui vont rajouter une capacité qu'a le sol à agir comme une éponge, c'est-à-dire absorber beaucoup d'eau en période de forte pluie et à la relâcher graduellement quand il fait sec, mais aussi à prévenir l'érosion. Il y a d'autres pratiques comme l'agroforesterie, le fait de planter des arbres dans les parcelles tout en permettant aux cultures de continuer à pousser, de réintroduire des animaux en lien, en cohérence avec ce qu'on appelle l'agro-écosystème, parce qu'on peut concevoir une parcelle agricole, j'aime pas le terme exploitation agricole, mais simplement une ferme comme un écosystème. Voilà. À partir du moment où on améliore la capacité à l'écosystème de produire notre alimentation, eh bien en fait on travaille avec la nature plutôt que contre elle. C'est mieux comme ça? Ah oui. Et surtout, je voudrais très rapidement tordre le cou à une idée reçue qui est que entre agriculture régénérative d'une part et rentabilité ou productivité d'autre part, il faut nécessairement faire des choix. On est dans un moment où les sols sont très très appauvris et où le climat est de plus en plus dur pour les agriculteurs. Et donc si on n'investit pas dans la résilience de nos terres, eh bien, on va avoir des problèmes beaucoup plus rapidement quant à notre productivité, quant à la rentabilité de nos fermes, que si on travaille cette fertilité. Et quelle solution, justement, apporte cette agriculture régénérative à l'agriculture intensive que l'on connaît tous et toutes? Alors, pour donner quelques exemples ou quelques bénéfices, en termes de changement climatique, un hectare en grande culture en Europe de l'Ouest, quand il est géré d'une manière extractive, va émettre environ 1,5 tonne, 2 tonnes d'équivalent de CO2 par hectare et par an. Il n'est pas impossible qu'un agriculteur régénératif puisse en stocker autant.
net à la sortie du champ. Et ça, quand on sait que l'agriculture est responsable d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre sur nos territoires, eh ben non seulement on peut réduire de 10%, mais on peut en plus stocker 10% supplémentaires. Donc potentiellement, l'agriculture à elle seule, qui représente 2% du PIB dans nos régions, peut représenter 20% de la solution climatique. Ça, c'est un premier chiffre. Un deuxième, pas nécessairement chiffre, mais une assurance sur le long terme d'une souveraineté alimentaire. Je pense que c'est très très important quand on sait qu'on va vers des crises alimentaires de plus en plus fréquentes et de plus en plus profondes. Et alors aussi, quelque chose, il y a plein d'autres bénéfices en termes d'érosion, en termes de biodiversité, je ne vais pas passer sur tous. Un bénéfice qui est très important pour moi, c'est le fait qu'on va réenchanter, pour utiliser un terme peut-être un peu floral, la condition d'agriculteur, de paysan. Je pense qu'aujourd'hui, le paysan a été acculé géographiquement, parce que maintenant les fermes sont plutôt grandes, il est isolé. Les paysans sont acculés financièrement, souvent très endettés, avec des marges très fines qui leur laissent très peu de place à l'erreur, et puis acculés socialement, parce que tout le monde est persuadé que les agriculteurs détruisent notre planète et empoisonnent notre nourriture, alors que ce n'est pas du tout leur intention. Et il faut, avec un programme comme celui que nous avons mis en place, eh ben, nous sommes capables d'aller comprendre quelles sont les pratiques régénératives que l'agriculteur met en place, quel est l'effet sur le stockage de carbone, et permettre aux filières agroalimentaires de rémunérer les agriculteurs pour non seulement la quantité de carbone qu'ils vont éviter d'émettre ou stocker dans les sols, mais aussi pour la résilience qui vont générer sur le long terme. Et donc, quand nous, on travaille avec de très grandes entreprises agroalimentaires comme Cargill, qui est le plus grand acteur agroalimentaire, le plus grand trader mondial, eh bien, aujourd'hui, Cargill est très conscient que ce n'est pas juste un effet de leur idéal, mais c'est surtout parce qu'il faut une sécurité d'approvisionnement sur le long terme. Eh ben, je pense que en racontant cette histoire que les agriculteurs sont une partie importante de la solution, qui peuvent gagner plus d'argent grâce à ça et qui peuvent s'assurer des conditions de travail dans un environnement plus sain et plus socialement reconnaissable, enviable, eh ben, on peut vraiment beaucoup changer les choses. J'aimerais qu'on passe maintenant à un sujet qui est les apports nutritifs et la qualité des produits que nous consommons. Juste rapidement, quelques mots, Chuck, par rapport à ce que vous faites sur ce sujet-là. On est un petit peu en retard. Oui, alors, un sol vivant, c'est la garantie de la bonne santé d'une plante. En fait, si les sols sont morts, les plantes sont très vulnérables aux pestes, très vulnérables aux maladies. Et du coup, vous achetez une alimentation avec pauvre en nutriments et avec, en général, des résidus de pesticides. Un sol vivant crée des plantes beaucoup plus immunes et notamment qu'on a moins besoin de pulvériser et qui a aussi une valeur nutritionnelle beaucoup plus importante. Quand on dit qu'une pomme, un légume a perdu X% de sa valeur nutritionnelle par rapport à l'époque de nos grands-parents, ce qu'on veut dire, c'est que ce sont des plantes pauvres qui ont grandi dans des conditions pauvres. Si on réenrichit les sols, non seulement on va pouvoir se passer de produits phyto, mais en plus, on va avoir une qualité nutritionnelle plus dense. Alors, pour l'instant, la recherche est en train d'explorer ceci. Je ne peux pas complètement asseoir ça sur de la recherche scientifique, mais on a une intuition très forte que ceci est correct. Voilà, ça ne vous dispense pas de manger varié et équilibré, mais on pense qu'en investissant dans la santé des sols, on peut faire beaucoup aussi. Alors sur tout ce qui est meilleure nutrition et meilleure santé, je vais demander au chef René Mathieu de nous rejoindre, puisqu'il y avait bien une place qui lui était réservée. Sur le dernier plat que vous nous avez concocté, celui-ci doit refléter votre vision sur justement les enjeux liés à l'alimentation et à la santé. Quelle est l'histoire de ce plat, René ?
Ben, ce plat, c'est déjà pour aussi faire plaisir aussi à l'alimentation locale. Attends, le micro fonctionne? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûr. Ça y est, allons-y. C'est bon, on m'entend? Oui. Oui, c'est bon. Donc ici, c'était le but de travailler sur du local aussi, puisque c'est faire plaisir aussi à deux jeunes entrepreneurs luxembourgeois qui ont commencé j'allais dire un élevage, mais c'est pas un élevage, une culture de champignons. Donc la pâte était pour moi intéressante parce que bon, le problème c'est que chez nous, notre cuisine elle est sans gluten, sans lactose, donc le gluten pour moi est un gros problème. Non, mais voilà. Donc ici c'est juste une pâte levée avec de la farine de chanvre, quinoa, et voilà, tout simplement avec une feuille de noisetier. Et là vous avez aussi une petite huile de noisette et une petite crème aussi de lait végétal. Merci René. Donc à nouveau, j'offre mon dernier plat donc à quelqu'un dans le public. Thomas, du coup, une grande distance s'est installée donc entre la fourche et notre fourchette avec des produits de plus en plus transformés dans nos assiettes. Quel est l'impact de cette fake food ou McDonaldisation des habitudes alimentaires sur notre santé ? Beaucoup de choses à dire. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Chuck tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que le micro fonctionne. Je crois qu'on a vraiment des soucis. C'est bon ? Là, c'est bon peut-être ? Ouais, c'est bon, je pense. Ouais. Ah oui. Non, Chuck a dit beaucoup de choses tout à l'heure et je voulais aussi rebondir rapidement là-dessus, et puis ça fera une parfaite transition pour ça. Effectivement, les sols sont extrêmement importants et en France notamment, on a la loi de climat et résilience qui a imposé le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette, qui nous amène en fait à diviser par 2 le rythme d'artificialisation de ces 10 dernières années, dans lesquelles en fait on a consommé 250 000 hectares. Et ça nous impose en fait de réduire par 2, donc d'avoir un quota de 125 000 hectares pour les 10 prochaines années. C'est dire à quel point les sols sont importants et à quel point ils remplissent des fonctions écologiques majeures. Si je reviens effectivement sur l'agriculture, je ne répète pas un peu ce qu'on s'est dit, la nécessité de diversifier les cultures, d'avoir recours à moins de produits phytosanitaires de synthèse, moins d'engrais de synthèse, etc. Mais les sols, au-delà de leur fonction extraordinaire de filtrer l'eau, de stocker du carbone, tu l'as dit, de renfermer près du tiers de la biodiversité terrestre, il y a vraiment l'importance aussi de considérer l'agriculteur. Donc tu as évoqué la rémunération, tu as évoqué beaucoup de choses. En ce moment, en France, on a ce qu'on appelle la loi d'orientation et d'avenir, qui a pour objectif d'installer les paysans, puisqu'en fait, on est en train de perdre nos paysans. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, d'ici 10 ans, près de la moitié des agriculteurs partiront à la retraite. Et donc, en fait, cette nécessité, elle est fondamentale. Et nous, à la Fondation pour la Nature et l'Homme, on essaie de travailler sur cet enjeu. On a essayé de travailler aussi sur des propositions d'amendements pour permettre à des paysans de s'installer sur des fermes restructurées, puisqu'aujourd'hui, la tendance, c'est l'agrandissement et la concentration des fermes. C'est ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas des petites fermes familiales très souvent, c'est un phénomène qui a lieu depuis ces 10 dernières années. Au-delà de cette loi d'orientation et d'avenir, qui est un des leviers que nous, on a entre les mains, il y a l'enjeu économique. Et quand tu évoquais la répartition de la valeur, c'est dans quelle mesure on est capable ou pas de rémunérer les paysans convenablement. Et nous, on est en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, dans une filière, il y a plein d'acteurs économiques et il y a une valeur ajoutée qui transite en fait entre ces acteurs. Et aujourd'hui, en France notamment, on a près de 1 agriculteur sur 4, notamment dans le système bovin-viande, qui vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est la même chose pour les autres ménages agricoles. Et ça, c'est un vrai problème en fait qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des paysans aujourd'hui qui ne se rémunèrent pas. Donc il faut absolument travailler là-dessus et comprendre pourquoi, dans cette valeur ajoutée qui transite dans ces différents maillons, on a des personnes qui ne vivent pas, d'autres peut-être qui s'en sortent mieux, et donc il faut analyser ça et ensuite rendre compte un petit peu des manières d'aider en fait les agriculteurs qui sont aujourd'hui dans des situations extrêmement difficiles. C'est pour ça qu'à chaque fois il faut trouver des solutions sur quels sont les débouchés, comment les rémunérer, comment les former et les accompagner. C'est pas juste de dire la transition agroécologique, ça va être moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais. Et ça je le redis parce que c'est extrêmement important, mais ça va passer aussi par une transparence de cette valeur d'un point de vue économique pour voir aussi où se trouve l'argent. Et ça, c'est quelque chose que voilà, je voulais vraiment rebondir sur ce que tu disais, Chuck, parce qu'on parle aussi des distributeurs, du secteur de l'agroalimentaire, et tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Mais nous, prochainement, en tout cas, on publiera une étude là-dessus sur cette répartition de la valeur. Et enfin, sur l'enjeu des produits ultra transformés, c'est ce que tu évoques peut-être, Nancy, c'est-à-dire sur la McDonaldisation ou tous ces enjeux-là. Effectivement, on a une propension plus faible à passer du temps à cuisiner. On a une propension plus faible à cuisiner des produits bruts,
parce que c'est difficile, peut-être parce qu'on n'a pas les techniques culinaires, parce qu'aussi il faut un peu se former aussi là-dessus. Et on a une vague en fait, de produits transformés, ultra transformés qui inondent les supermarchés. Donc se pose la question de l'environnement alimentaire, c'est comment travailler aussi avec ces entreprises-là pour changer cet environnement alimentaire et faire en sorte en fait, de cesser de proposer ce type de produit aux consommateurs. Et au-delà de ça, de se retrouver aussi dans une jungle de labels dans laquelle on a plein de labels et on ne sait pas comment en fait les choisir. J'avais travaillé sur cette question il y a 2 ans et là-dessus, voilà, je vous invite en tout cas à aller voir différents rapports qui traitent de ces sujets-là. Voilà pour cette dernière question. Désolé, j'étais un petit peu long. C'est pas de souci, Thomas, merci beaucoup. Je crois que on est très bien installés tous à table et on pourrait continuer à discuter des heures, d'autant plus qu'on vient de voir qu'on soulevait encore d'autres problématiques sur lesquelles nous pourrons poursuivre lors d'une prochaine autre table ronde sur le sujet qui est passionnant. J'aimerais que nous puissions conclure chacun et chacune. Donc je vous donnerai une phrase et j'aimerais que vous puissiez chacun me donner votre sentiment et en un mot terminer cette phrase. Donc pour vous, en fait, quel est le futur de l'alimentation? Je vais commencer par René. C'est très bien d'en parler, mais il faut agir. Merci René. Thomas? Il faut plus de justice sociale. Merci. Julia? Pour moi, le futur est le local et donc le saisonnier. Local et saisonnier. Merci Julia. Chuck? Pardon, je suis... Allez, non, Jean. J'aurais pas pu mieux le dire. Je pense aussi que le futur, il est dans le local. Merci. Et Chuck, pour Fanny? Je vais dire régénératif, sans surprise. Merci beaucoup. Je vous remercie encore tous les 5 pour ce partage. Je ne peux donc que vous conseiller à tous et à toutes de commencer à modifier vos habitudes d'achat en termes d'alimentation et également aussi en termes de cuisine, si ce n'est pas déjà fait. Merci. Merci. Merci beaucoup Nancy, merci à tous pour cette table ronde un petit peu frustrante, on va dire, hein, parce que d'ici, on va savoir quelques chanceux. Je dois dire que c'est un petit peu frustrant. Bon, alors, ici, on va parler eau et alimentation. Bon, là, on parle d'un domaine quand même clé pour la ressource hydrique. Selon UN Water, je rappelle que l'agriculture utilise 72% de l'eau douce prélevée dans le monde. C'est considérable, avec des très mauvais élèves. On parle du maïs notamment dans votre ouvrage. Vous parlez donc du maïs et des conséquences de ces cultures. Notre ami le maïs. Alors, le maïs, c'est une plante tropicale. On dit que c'est une plante type C4 en raison de sa structure génétique avec le 4 carbone. Et en fait, le maïs a besoin de beaucoup d'eau, 454 litres par kilo. C'est moins que le blé, bizarrement. Le blé a besoin de plus d'eau, mais par contre va concentrer ses besoins plus dans l'année et en hiver. Le maïs, lui, va concentrer ses besoins en eau à une période très courte, juillet-août. Pire moment. Précisément le moment où on a le moins d'eau sous nos latitudes. Donc c'est une plante tropicale, elle doit laisser rester dans les latitudes tropicales. Et effectivement, le maïs sert essentiellement pour l'alimentation animale, mais l'ensemble des céréales aussi. Ce qui fait que 70% des surfaces cultivées en Europe sont dédiées à l'alimentation du bétail. Considérable. 70%. Donc notre empreinte eau, nous mangeons de l'eau, et nous mangeons de l'eau à travers essentiellement la viande. 37% de notre empreinte eau est directement liée à notre régime carné. Si on modifiait notre régime et qu'on supprimait la viande et qu'on diminuer drastiquement les produits laitiers, puisque c'est lié, on pourrait faire des économies jusqu'à 50% de notre empreinte eau. Diminuer en passant de, voilà, en France, 5000 litres à 2500 litres. C'est énorme et ça montre à quel point voilà, on a besoin de changer notre assiette pour diminuer notre empreinte hydrique. Une autre façon aussi de diminuer cette empreinte hydrique, c'était mentionné tout à l'heure, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, donc à notre échelle aussi, de limiter cela. Donc tout de suite, ça a un impact sur l'eau.
Tout à fait, Thomas l'a évoqué, on jette 30% de ce que nous achetons et ça c'est de l'eau virtuelle que l'on jette à la poubelle, c'est 500 litres d'eau par jour à peu près. Donc on a vraiment besoin de changer de regard sur notre alimentation, effectivement réduire ce gaspillage alimentaire, se réapproprier ce pouvoir de l'alimentation et encore une fois, je ne l'ai pas dit là, ralentir, prendre le temps si on peut de cultiver son jardin intérieur et extérieur et cultiver aussi manger ce qu'on cultive. Alors moi j'ai la chance d'avoir un verger potager et de le faire, de le mettre en pratique. J'ai aussi moi-même j'ai bifurqué, je me suis formée en agriculture pendant 2 ans, c'est un métier qui est très exigeant et effectivement je rejoins tout ce qui a été dit ici pour l'avoir vu. On a besoin de soutenir ces agriculteurs, il n'y a pas que le dire, il y a le faire et leur aider, leur donner les moyens techniques et financiers pour transmettre des fermes qui soient vivables et soutenables pour l'eau et pour le reste, pour le vivant. Eau, alimentation, on voit, tout est lié à chaque fois. Donc merci Charlène pour ce zoom eau et alimentation. Il y aurait évidemment 1000 choses à dire, parce qu'on a vu, c'est quand même le principal responsable de notre empreinte hydrique. Mais c'est déjà l'heure d'une petite pause, donc nous allons nous retrouver juste après pour le dernier acte de cette édition. Ça sera Behind Your Job. Donc nous passons effectivement le plus clair de notre temps éveillé au travail. Alors pour quel impact? C'est tout le sujet de la prochaine édition. Je rappelle que vous pouvez profiter de cette pause pour aller vous rendre à l'espace lounge et rendre visite à nos équipes de la Sustainability Academy et de Bicorp. À tout à l'heure, on se retrouve à 17h30.